Dans ce midi magazine, les nouvelles du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Le projet d'intégration initié par le gouvernement de Burkina Faso et celui de la Côte d'Ivoire tarde à être une réalité dans la partie burkinabé en tout cas. On annonce qu'il faudra patienter jusqu'en 2018 pour le démarrage des travaux de construction du tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. On parle du suivi de ce tracé dès le début du journal. Aujourd'hui, on commémore la journée internationale des toilettes et au Burkina Faso, l'ONG IRC lance la campagne Face aux toilettes pour construire au moins 100 000 toilettes pour les villages du Burkina Faso. Également dans ce journal, on vous dit tout sur le centre Muras de Bobo-Dioulasso. C'est l'institution la plus ancienne en matière de recherche en santé au Burkina Faso, mais elle reste très peu connue du grand public, d'où les journées portes ouvertes organisées du 22 au 24 novembre pour faire découvrir, en tout cas faire mieux connaître le centre Muras du grand public. Et pour nous en parler, nous recevons le directeur général du centre Muras, le docteur Hervé Hien. Bonjour docteur. Bonjour madame. C'est donc le menu de ce midi magazine. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, c'est donc une nouvelle qui va mettre fin à une longue attente des Burkinabés. On annonce le début des travaux de construction du tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso dans le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou pour 2018. Le comité de pilotage du projet a suivi le tracé du tronçon long de 333 km sur une largeur de 34 km avec des échangeurs et plusieurs autres ouvrages. Les hommes de médias sont associés à cette visite de terrain pour relayer l'information aux populations. Césaire Carrefour et Bouma Ernest Nebier nous font le point. Le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou se concrétise sur le territoire burkinabé. Les études techniques et de faisabilité du tronçon Ouaga-Bobo-Dioulasso long de 333 km sont achevés et les travaux de construction proprement dit vont démarrer en 2018. Et il était opportun qu'on sorte sur le terrain pour d'abord montrer aux membres du comité de pilotage que vraiment l'autoroute c'est une réalité. Les études sont terminées, il reste maintenant les travaux. Donc il fallait que eux, en tant que membres du comité de pilotage, sachent où va passer leur autoroute. Comme ça, et ils vont être les premiers relais de l'information, de la bonne information auprès des populations. Actuellement, nous sommes dans la phase de sélection du partenaire privé qui va construire l'autoroute. On rappelle, le projet est inscrit dans le programme des projets à exécuter en mode PPP, partenariat public-privé. C'est ici au quartier Jacques Touli de Ouagadougou sur la route nationale numéro 1 que débuteront les travaux. De ce carrefour, c'est le PK0 du projet, le point kilométrique 0. Le départ du projet et on va élargir la route des deux côtés jusqu'à la sortie au PK5 500, donc au point kilométrique 500. À partir de là-bas maintenant, on va se séparer de la RN1. L'autoroute se sépare donc de la route nationale numéro 1 RN1 à la sortie de Ouagadougou et Yimdi et la côtoie par la droite jusqu'à l'entrée de Bobo-Dioulasso où elle passe à gauche de la RN1. L'option qui a été retenue par le gouvernement, c'est une autoroute fermée. C'est-à-dire qu'on n'accède à l'autoroute qu'au niveau des échangeurs. Donc si on dédoublait cette voie, ça allait être difficile pour la population de passer de part et d'autre de l'autoroute. D'une longueur de 34 mètres sur cette autoroute, il est prévu des échangeurs et plusieurs autres ouvrages. Un ensemble d'ouvrages, des passages supérieurs, des aires de service et de repos. Le passage supérieur, c'est quand, par exemple, la voie qui croise l'autoroute, il y a un ouvrage qui les met au-dessus de l'autoroute sans interrompre le trafic. Et c'est ici, à la sortie de Bobo-Dioulasso, que se limiteront les travaux de construction, les études techniques du tronçon Bobo-Banfoura, frontière de la Côte d'Ivoire, n'étant pas encore achevées. Autre point de l'actualité, les écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma créent un réseau pour mieux œuvrer à la promotion de la qualité professionnelle des métiers objets de formation au sein de ces établissements. L'Assemblée générale constitutive de ce cadre associatif des établissements actifs dans les secteurs de l'information, de la communication et du cinéma qui a lieu ce 18 novembre à la faveur des UACO. Et c'est Aïcha Tamboura, directrice générale de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, qui est à la tête du réseau Konsun Koulibaly Olopoda.
Se mettre ensemble pour partager les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés, c'est la raison d'être du réseau des écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma. Ce projet ambitieux, dont la présidence du conseil d'administration échoue au Burkina Faso, entend contribuer à améliorer l'adéquation permanente entre la formation et les besoins d'emploi. En Afrique, on a beaucoup de compétences. On a beaucoup d'expertise dans le domaine de l'information, communication et cinéma. Et que malgré tout, nous continuons à faire appel à des experts venus de l'étranger, de l'extérieur, et qui généralement ne connaissent même pas nos réalités. On s'est dit, mais pourquoi ne pas conjuguer nos efforts, essayer d'avoir une plateforme au niveau de l'Afrique pour pouvoir vraiment échanger nos expertises, échanger nos programmes de formation, échanger les étudiants, les enseignants, et faciliter même la mobilité des enseignants et des étudiants dans l'espace africain. À cette Assemblée générale constitutive, il a été question d'adopter les statuts et règlements intérieurs devant régir ce cadre de mutualisation des moyens et expériences pour une meilleure pratique du métier de journaliste, de communicateur et du 7e art. À peine né, le réseau affiche de grandes ambitions. L'appel que j'ai eu à lancer aux membres fondateurs et aux membres qui vont adhérer, c'est que le réseau soit inscrit dans leur programme d'activité. Vous savez que si vous n'inscrivez pas une activité dans votre programme, comment est-ce que vous allez réaliser cette activité? Vous n'allez pas avoir la ressource humaine, vous n'allez pas avoir la ressource financière. Et aussi de savoir que c'est du volontariat. 13 écoles et instituts de la sous-région ouest-africaine ont pris part à cette Assemblée générale constitutive qui a laissé la porte grandement ouverte aux nouvelles adhésions. Le rendez-vous de la Foire internationale du livre de Ouagadougou pour 2017, c'est pour du 23 au 26 novembre prochain, à la place de la Nation. La 14e philo oriente son propos sur le livre et la lecture dans le cadre familial. L'innovation majeure cette année, c'est la formation des acteurs aux techniques d'animation. Les organisateurs donnent de plus amples informations à la presse. Roger Bembamba, Zoubaviel David Dabiri. Du 23 au 26 novembre prochain se tient dans la capitale burkinabé la philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou. Cette 14e édition prévue pour se tenir à la place de la Nation est placée sous le thème « Livre et lecture dans le cadre familial ». Selon le comité d'organisation, c'est un thème interpellateur dans un contexte marqué par la prolifération des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on est tous conscients qu'il y a vraiment une déliquescence du tissu familial, alors qu'en réalité, toute l'éducation d'une nation, ça commence dans ce cadre-là. Donc il fallait essayer de montrer à travers cette édition qu'en réalité, le livre a un grand rôle à jouer en termes de cohésion même au sein de cette cellule-là. Et qu'en incitant les enfants, en trouvant les moyens de faire lire le livre par tous les membres de la famille, on peut arriver à mettre en place et puis à créer un esprit convivial, mais aussi un esprit de famille. En plus des conférences, panels et des expositions, des innovations sont à l'ordre du jour de cette édition, selon les organisateurs. Des moyens de transport seront mis à la disposition des organisateurs pour assurer le transport des élèves vers les différents sites. Il faut ajouter que l'emplacement central, c'est-à-dire la place de la Nation, de la foire constitue cette année un atout considérable pour une mobilisation plus efficiente des forains. L'espace enfant, quant à lui, s'installera cette année sur 2 sites. Le premier site, c'est au niveau de la place de la Nation, et le second, c'est dans le cadre de la médiathèque municipale. Donc il convient de signaler que la médiathèque abritera dès le 20 novembre 3 ateliers, dont 2 seront consacrés à des formations sur les techniques d'animation au niveau du livre de jeunesse. La philo 2017 connaîtra la participation de 11 pays. Des hommages seront rendus à des personnalités comme Feu Prosper Bazier et Ansongmen Ignace Yen, considérés comme des précurseurs de la foire du livre de Ouagadougou.
Politique à présent, l'Union nationale des anciens du mouvement du peuple pour le progrès, au terme de sa convention, appelle le gouvernement à des réformes audacieuses pour le renforcement du patriotisme, la restauration de l'autorité de l'État et surtout le respect des principes républicains. Cela après diagnostic de la situation nationale. Voici donc pour vous l'appel des anciens du MPP dans le reportage de Moussa Ouedraogo et Tanga Kafando. Pour le renforcement du patriotisme, pour la restauration de l'autorité de l'État et des principes républicains. C'est un appel pressant, l'appel des anciens du mouvement du peuple pour le progrès. Un document qui fait le diagnostic de la situation nationale et qui prescrit le traitement approprié. C'est le fruit des travaux des 2 jours de la Convention nationale des anciens du MPP, tenue les 17 et 18 novembre 2017 autour du thème « Les anciens face aux enjeux et défis du devoir de transmettre les valeurs ancestrales aux générations futures ». L'initiation en fait qui, dans le passé, permettait aux jeunes gens, comme aux jeunes filles, de rentrer dans la vie d'adulte. Cette initiation, hélas, a disparu. Et aujourd'hui, en fait, nous vivons un peu avec la génération de Facebook et de WhatsApp. Et nos valeurs culturelles, nos pures traditions ont disparu. Il faut essayer, en fait, disons, de les restituer et surtout de les placer au cœur de la construction du Faso nouveau. Et pour ce Faso nouveau, les anciens du MPP se sont engagés à jouer leur partition pour réinculquer les valeurs de patriotisme, de civisme, de tolérance, de solidarité et de sacrifice aux jeunes générations pour relever les défis du moment. Nous sommes aujourd'hui en fait en situation d'insécurité. Les attaques djihadistes. Le minimum de réflexe pour tout jeune, toute femme, tout ancien, c'est d'avoir un réflexe et un sursaut national. Aider nos forces de sécurité et de défense à bâtir des stratégies gagnantes. La 2e convention de l'Union nationale des anciens du MPP s'est voulue comme une rencontre de l'expérience et de la sagesse au service de la nation et les recommandations seront remises aux plus hautes instances du parti. L'Union pour le progrès et le changement investit Ludovic Thiombiano comme nouveau correspondant de l'UPC à l'Est. Il remplace à ce poste Julien Kouldiati, démissionnaire du groupe parlementaire UPC. Le président du parti, Zéphirin Diabré, confie au nouveau responsable la mission de dynamiser les actions de l'UPC dans la région. Presley Kemtore, Mahamadi Ouedraogo. Remis ménage au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC section de l'Est. En prenant cette écharpe, le député Ludovic Thiombiano, élu du Gourmand, prend désormais la destinée du parti de Lyon dans cette zone. Il compte travailler de concert avec les différentes sections de base pour donner un nouveau souffle au parti. C'est un nouveau visage qu'on va redonner à l'UPC. Il faut pouvoir d'abord travailler, apaiser les cœurs pour aller plus loin, redynamiser également nos structures. Et là, ça va se faire dans le dialogue inclusif et aussi le consensus. Certains militants du Goulmou réaffirment leur soutien et leur engagement à continuer la mobilisation sur le terrain. Nous sommes très engagés dans le parti et nous allons travailler avec le correspondant régional pour que l'UPC aille de l'avant. Donc nous comptons ratisser l'âge pour avoir plus de militants dans la région. Et nous souhaitons que le parti nous aide à mettre en place l'Union des femmes, l'Union régionale des femmes. Là, le travail sera encore plus facile. Sur les 13 députés démissionnaires du groupe parlementaire de l'UPC, 4 proviennent de la région de l'Est. On veut des soldats qui mènent le combat de l'UPC. On a nommé déjà dans la région de l'Est là un nouveau correspondant provincial, la Nyanya, et on a commencé à enlever un certain nombre d'entre eux et on va nommer de nouvelles personnes. Mais on ne va pas les chasser. Nous sommes tous convaincus au niveau donc, du parti que les qualités qui sont les siennes et qui sont très nombreuses permettront en tout cas de relever brillamment le défi. Avant cette installation du nouveau correspondant régional, la délégation de l'UPC a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté Koupendjeli, roi du Goulmou. Et on ouvre la page santé de ce journal avec le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas meilleur moyen de vaincre la maladie que par le dépistage.
nous disent les spécialistes, car une fois dépisté tôt, les prémices du cancer du col de l'utérus se guérissent rapidement et à moindre coût. Par contre, le cancer déclaré tard est difficile à traiter et parfois incurable. Toutes les femmes en âge de procréer ayant eu des rapports sexuels doivent donc se faire dépister au moins une fois tous les 3 ans. Zoom sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, un geste qui sauve avec Amado Ilboudou et Zalissa Sanfo. Toutes les femmes en âge de procréer doivent obligatoirement répondre à l'appel. L'appel au dépistage du cancer du col de l'utérus. Seul moyen de prévenir et de guérir ce cancer qui, comme les autres, tue. Le cancer du col de l'utérus au stade précoce, en fait, n'a pas de manifestation clinique. Donc, il faut le dépistage. Lorsque le cancer commence à présenter des signes, que ce soit des saignements ou des douleurs, c'est déjà un stade vraiment tardif. Le cancer du col de l'utérus tue. Mais c'est un cancer très accessible au dépistage et qu'on peut prévenir très aisément avant que le cancer ne s'installe. Il passe par une phase qu'on appelle la phase précancéreuse. Pour qu'une lésion précancéreuse devienne un cancer, il va s'écouler plusieurs années, quelquefois 5 à 10 ans. Donc on a largement le temps de la découvrir et de la traiter et d'éviter que ça ne devienne un cancer. Les traitements des lésions précancéreuses sont accessibles gratuitement ou à partir de 5 000 francs CFA dans les différents centres de santé. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est là que l'importance du dépistage prend tout son sens. Si les traitements des lésions précancéreuses sont accessibles, ceux des cancers déclarés sont fastidieux, coûteux et presque inaccessibles à toutes les bourses. La prise en charge du cancer confirmé se fait en plusieurs étapes. Il y a la partie chirurgicale. Donc, il faut enlever l'utérus en emportant bien sûr tout le col. Et selon le stade, quelquefois, il faut enlever une partie du vagin. Mais il faut dire que si le cancer est vu trop tardivement, la chirurgie ne peut plus s'effectuer. En dehors de la chirurgie, il y a la chimiothérapie, qui sont des médicaments. Et ces antimitotiques, le problème qui se pose, ils sont disponibles, mais c'est le coût. Et le troisième élément du traitement, c'est ce qu'on appelle la curithérapie. C'est de la radiothérapie, mais on n'en dispose pas au Burkina Faso. Un dépistage qui sauve. Par ignorance, négligence ou par peur, beaucoup de femmes se font encore prier pour se faire dépister. Conséquence, le cancer du col de l'utérus est toujours présent au Burkina Faso. Du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, nous avons dépisté 2448 femmes. Et sur les 2448 femmes dépistées, nous avons déploré 106 cas de cancer du col, ce qui donne un taux de cancer du col de 4%. Et le professeur Françoise Milego d'inviter toutes les femmes à se faire dépister et à renouveler le geste chaque 3 ans, pour que plus jamais au Burkina Faso, aucune femme ne meure du cancer du col de l'utérus. Voilà qui nous amène à la page entretien de notre journal et nous restons en santé bien sûr pour apprendre à mieux connaître le centre Muraz de Bobo Dioulasso, la plus ancienne des structures de recherche en santé au Burkina Faso. Le centre Muraz, les mutations qui ont été opérées depuis sa création en 1939 et surtout ses missions et ses défis pour la santé des populations et pour la recherche. Des journées portes ouvertes sont prévues à cet effet et qui vont se dérouler du 22 au 24 novembre 2017. Pour en parler, nous avons sur notre plateau le directeur général du centre Muraz, le docteur Hervé Hien. Bonjour, rebonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Alors docteur, on vient de voir ce reportage sur le cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'on fait le dépistage du cancer du col de l'utérus au centre Muraz à Bobo Dioulasso? Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir sur votre plateau. Pour répondre à la question, nous sommes
le centre Muraz est un centre de recherche par excellence. Et dans le cadre donc, de nos recherches, nous effectuons des dépistages donc, du cancer du col en collaboration avec nos structures sœurs que sont le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou du Bobo-Dioulasso. Alors, on va donc apprendre à mieux connaître le centre Muraz et vous allez nous dire tout sur le centre Muraz. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter vraiment de façon succincte le centre Muraz de Bobo-Dioulasso? Alors, pour faire court, il faut savoir que le centre Muraz est un institut de recherche qui a connu plusieurs mutations. Il a été créé, comme vous l'avez dit, en 1939 par un militaire français qui s'appelle Gaston Muraz, d'où le nom du centre Muraz. Et ensuite, depuis ces années jusqu'en 1959, elle a été rétrocédée dans une organisation ouest-africaine qui s'appelle OCCGE. Et à partir de l'année 2000, le ministère de la Santé est devenu donc la tutelle technique de cette institution. Alors, avant les indépendances, ces missions étaient principalement des missions de lutte contre les grandes endémies, comme les filarioses lymphatiques à son temps, la lèpre, la dracunculose, etc. Et actuellement, depuis l'année 2000, avec le ministère de la Santé, les missions principales du centre Muraz sont de 3 ordres. Premièrement, elle fait de la recherche en santé. Deuxièmement, elle fait de la formation, l'appui à la formation aux universités de la place et offre aussi donc une plateforme de formation sous forme de formation à la carte. Et ensuite aussi, nous faisons de l'expertise en santé pour accompagner les programmes de santé nationaux et internationaux. Alors, le constat qu'on peut faire, peut-être que ce n'est pas vrai, on a l'impression que le centre Muraz n'est pas connu du grand public. Pourquoi est-ce que ce centre, qui est, comme on l'a dit, l'une des premières institutions en recherche de santé, en tout cas au Burkina Faso, est si peu connu? Tout à fait. C'est pour ces raisons que nous organisons également cette troisième édition des Journées Portes Ouvertes, parce que la recherche en santé est peu valorisée dans nos différents pays. Donc c'est exactement le cas de cette institution qui est vieille, mais dont les recherches sont méconnues par donc, les populations ou même mal connues pour un certain nombre de choses que nous faisons. Pourtant, il y a des grosses réalisations qui sont faites dans cette institution. Okay. Alors, quels sont les services? Déjà, quels sont les services que le centre offre aux populations? Est-ce qu'on peut y aller comme ça individuellement pour se faire dépister ou bien pour recevoir des soins ou en tout cas s'offrir des services de ce centre-là? Alors, il faut savoir que dans les missions du centre Muraz, quand je parlais tantôt de la mission de recherche, nous réalisons les activités selon la logique que j'appelle des 3 P. D'abord, le premier P s'occupe des pathogènes, le deuxième P s'occupe des patients et le troisième P s'occupe de la population. Alors, pour le premier P, nous avons par exemple des recherches sur les virus, comme par exemple les hépatites et le VIH, et de plus en plus les fièvres hémorragiques virales que vous connaissez, comme la dengue, Ebola, ainsi de suite. Et ensuite, nous faisons des recherches donc, sur les bactéries, comme les méningites et la tuberculose. Et ensuite, nous faisons des recherches sur les parasitoses, comme le paludisme et les infections parasitaires intestinales, comme les helminthiases. Ensuite, chez le patient, nous faisons de la recherche clinique pour découvrir de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins. C'est comme ça que nous avons essayé de trouver des médicaments efficaces contre le VIH. Et actuellement, nous sommes en train de développer un essai clinique vaccinal pour accompagner le monde de la recherche pour découvrir le meilleur vaccin contre Ebola. Et en population, nous réalisons des recherches du genre des données probantes pour accompagner la santé de la mère et de l'enfant, la santé de la personne âgée, la santé des adolescents et des adolescentes. Voilà comment est-ce que nous organisons donc la recherche. Mais les offres de services que nous faisons à l'endroit de la population, nous avons un dispensaire
qui est ouvert, et c'est surtout ce dispensaire qui est l'interface entre les populations et l'institution. Ce dispensaire est ouvert et avec des laboratoires de haut niveau qui délivrent donc des examens pour accompagner la prise en charge des populations dans la ville de Bobo-Dioulasso comme dans tout le pays. Alors, docteur, vous parliez tantôt des recherches qui sont effectuées au centre Muraz. Quels sont vos défis en matière de recherche en ce moment? On sait que en temps c'était la dengue, vous faisiez des recherches, des prélèves, en tout cas autour de la dengue. Aujourd'hui, quel est le défi majeur? Actuellement, nous sommes toujours dans le paradigme des maladies infectieuses. Et après le VIH, ce qu'on rencontre actuellement au Burkina, c'est les hépatites virales. Quoi qu'on dise, le VIH a connu une effervescence en termes de recherche et les recherches ont permis de développer des connaissances pour mieux prendre en charge donc, les patients. Et nous savons maintenant que la prévalence est à moins de 1%. Mais il reste le problème des hépatites virales qui constitue un défi majeur actuellement pour les populations et pour la recherche. Et quand on regarde les chiffres, nous sommes autour de 9% de prévalence des hépatites virales au Burkina Faso. Okay. Et quand on rentre dans les différentes régions, il y a une disparité même dans cette prévalence-là. Donc actuellement, nos recherches sont recentrées vers les maladies infectieuses, toujours vers les maladies infectieuses et aussi de plus en plus vers les maladies non transmissibles que sont effectivement les cancers et les maladies cardiovasculaires. Alors aujourd'hui, des journées portes ouvertes sont envisagées du 22 au 24 novembre donc, pour approcher le centre Muraz des populations. Quelles sont les activités au cœur de ces journées? Les activités phares en tout cas. Merci madame. Pour ces journées portes ouvertes, nous avons d'abord décliné le thème en centre Muraz ou institution de recherche face aux maladies émergentes et réémergentes. Alors, ce thème n'est pas nouveau parce que quand on parle de maladies émergentes, nous voyons les maladies non transmissibles comme le cancer, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies réémergentes qui jadis étaient déjà sous contrôle, comme la dengue ou comme les autres maladies, les fièvres hémorragiques que nous connaissons actuellement. Et donc ça, ces journées portes ouvertes sont organisées autour de ces thèmes-là. Mais les principales activités que nous menons sont organisées autour d'une approche mixte. Nous allons auprès des populations, à l'extérieur de l'institution et aussi à l'intérieur de l'institution, nous avons des activités. À l'extérieur, nous avons commencé par des campagnes de sensibilisation dans des écoles de formation en santé et aussi dans les universités pour faire connaître mieux l'institution, faire connaître mieux ce qu'on fait. Et ensuite, nous organisons une caravane aussi au sein de la population pour leur parler de ce qui se passe au niveau de l'institution. Ensuite, en interne, nous avons des conférences publiques à l'endroit de ceux qui vont venir visiter le centre. Et nous avons aussi des dépistages de certaines maladies comme l'hypertension artérielle, comme par exemple le diabète, que nous allons organiser à l'endroit des populations. Et enfin, nous avons des stands que nous allons animer pour présenter les principaux résultats, les résultats phares que nous avons au sein de l'institution, bien entendu en collaboration avec nos institutions sœurs, comme par exemple l'IRSS, le CNRFP, le Centre de recherche de Noula ou le CHU et toutes les universités qui nous accompagnent dans ce processus-là. D'accord. Docteur, pour finir, qu'est-ce que vous attendez exactement de ces journées portes ouvertes, tant au niveau des populations qu'au niveau du centre Muraz lui-même? Quelles sont vos attentes exactes? Nous attendons de ces journées portes ouvertes une meilleure, c'est un des résultats attendus, une meilleure visibilité de nos actions au sein de la population et puis au sein aussi de nos collaborateurs que sont les scientifiques, parfois qui ne savent pas très bien ce que l'on fait. Et au sein aussi de nos apprenants. Les apprenants, je parle des écoles de formation qui sont... nous attendons aussi en retour aussi des avis, des conseils
pour nous permettre de réorienter un peu nos recherches pour mieux produire des connaissances pour l'aide à la prise de décision des politiques et aussi aider la population à mieux se soigner à travers la prévention. Merci docteur d'être venu sur notre plateau pour nous parler du centre Muraz. Des journées portes ouvertes sont envisagées pour le 22 au 24 novembre prochain pour mieux faire découvrir le centre Muraz par les populations, également par le monde de la santé. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Et nous allons parler de la journée internationale des toilettes. La communauté internationale commémore donc ce jour 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Le constat au Burkina Faso est que la situation est toujours encore précaire. Selon certaines données, encore plus de 9 millions de Burkinabés défèquent dans la nature et 70% des lits d'hôpitaux sont occupés par des malades victimes de manque d'hygiène et d'assainissement. L'ONG IRC, à la faveur de cette journée, lance donc la campagne Face aux toilettes pour construire au moins 100 000 toilettes à travers le Burkina Faso. Appel est lancé aux bonnes volontés pour cette action. Césaire Carrefour, Omar Zombri. Une toilette pour ses parents restés au village, voici un projet à portée de main des Burkinabés moyens. Mais combien sont-ils à y penser réellement? On n'a pas eu l'initiative, sinon on pouvait creuser et puis les donner le ciment pour qu'ils fassent. Mais c'est l'idée qui n'est pas encore venue en tête. Moi personnellement, au village, c'est pas fait. Mais en fait, je disais qu'il y a un projet qui a eu à faire, c'est au village. Je suis allé trouver. Je ne sais pas comment ça va passer. Mais moi personnellement, en tout cas, ils auraient les moyens. En tout cas, je vais faire d'autres ajouts. Selon les statistiques, plus de 2 tiers de la population burkinabé n'a toujours pas accès à des latrines adéquates. Faute de toilettes, ces personnes n'ont d'autre recours que la nature pour déféquer et parfois au péril de leur vie. Maladies, morsures de serpents ou d'insectes venimeux, ce sont les risques qu'elles courent en faisant leurs besoins à l'air libre. Et pour que cela cesse, l'ONG IRC a lancé la campagne Face aux toilettes. L'idée de cette campagne, c'est de convaincre, de motiver, de sensibiliser tous les citoyens burkinabés, toutes les personnes qui ont un lien avec le Burkina Faso, qui ont un minimum de moyens, de les convaincre à offrir des toilettes à leurs parents au village avant la fin de l'année. Donc c'est une campagne qui est engagée sur une longue durée, pour notre part jusqu'à ce qu'on éradique définitivement ce qu'on appelle dans le jargon technique la défécation à l'air libre. Avec Face aux toilettes, c'est un objectif de 100 000 toilettes en 2017. Un objectif ambitieux certes, mais qui peut être largement atteint si l'on y accorde de l'importance. Et les toilettes, il y en a pour toutes les bourses. Aujourd'hui, la question du prix ne doit pas être la question qui bloque, ne doit pas être la question qui inquiète. Les toilettes, c'est comme la maison, c'est comme les motos, c'est comme n'importe quel bien. Il y a toute une gamme, il y a des solutions à la portée de toutes les bourses. Après, c'est à chaque individu qui décide de faire la démarche vis-à-vis de ses parents, de savoir, ok, je vais y mettre combien. Mais nous, on peut lui indiquer, peut-être qu'il y en a même qui peuvent les faire à moins de 50 000. Ils peuvent les faire à moins de 50 000. Si il se dit, ah bah tiens, au lieu de faire ça de telle manière, je peux faire ça de telle autre manière. L'essentiel étant que ça ne pollue pas l'environnement, que ça garantisse la sécurité et que ça garantisse l'intimité. Selon Herman Nancy, peu importe le métier que l'on fait, on peut toujours offrir des toilettes pourvu qu'on ait la volonté. Et pour ceux dont les familles possèdent déjà des toilettes, il les exhorte à sensibiliser leurs amis aussi à la charité en aidant les familles extrêmement pauvres à construire les leurs. L'association Béonéré pour un avenir radieux lance ses activités à Ouagadougou à travers une conférence de presse au cours de laquelle elle se fait connaître et décline ses ambitions. On retient que l'association se donne pour objectif de contribuer à l'épanouissement des jeunes et au bien-être des populations. On suit le compte-rendu de la conférence de presse avec Roger Kam et Zalissa Sanfo. Œuvrer pour le bien-être des hommes dans le monde. Promouvoir la solidarité et l'entraide. Voici, entre autres, les objectifs que se fixe l'association Béonéré pour tous, en abrégé ABNT. Des objectifs donnés à cette conférence de presse pour lancer officiellement les activités de l'association. Une opération de don de sang, une journée de salubrité
Et ça sera au CMA de Kongoussi en février 2018. Et il y a des dons de kits scolaires, des séances de sensibilisation et de dépistage qui sont inscrits dans le programme d'activité sur le VIH-Sida et sur l'hépatite. L'idée de créer une association pour la solidarité avait effleuré ses membres alors qu'ils étaient encore des jeunes scolaires. Nous sommes dans les années 1990. Cette marque de solidarité et d'entraide est restée consolidée jusqu'en 2014. Malgré non seulement l'admission de certains au concours de la fonction publique, qui les oblige donc à se retrouver dans d'autres localités, mais aussi d'autres qui se sont intégrés donc dans le secteur privé. Durant ce parcours, et au-delà de l'esprit du groupe, c'est une solidarité donc qui se manifestait par des cotisations. L'association Béonéré pour tous est apolitique et à but non lucratif. Elle a obtenu son récépissé le 13 avril dernier. Aujourd'hui, elle compte une vingtaine de membres et l'adhésion est ouverte à tous. 52 minutes sur la une consacre le numéro de ce mois à la problématique de l'éducation dans la région du Sahel, où deux systèmes éducatifs se disputent les enfants dans cette région. Comment repenser l'école dans le Sahel? Ama Faisal Sissé a su concilier les deux concepts. La guerre des écoles, on suit un avant-propos de ce grand reportage que nous propose Draman Dadian. Ama Faisal Sissé, 39 ans. Ancien élève coranique, il est maintenant homme de médias. Ce père de famille continue de prendre goût à la lecture du Saint-Coran, malgré ses occupations professionnelles. Je n'ai pas de problème particulier, les accents, tout ce qui est lettres arabes, en réalité, ce n'est pas un tabou pour moi. Je peux lire sans problème. Et ça ne m'a pas empêché non plus de continuer à exercer mon métier, qui est issu donc de l'école classique, donc l'école occidentale. Et ce mariage me permet d'être polyvalent maintenant. Tout a commencé ici à Tangagari dans le Yaga, village situé à moins d'1 kilomètre du Niger. Faisal est donc au bercail, un retour aux sources sur les pas de son enfance consacrée à Allah. C'est pratiquement comme ça qu'on étudiait l'école coranique. Pratiquement tous les soirs quand on revenait de l'école, j'étais là autour d'un feu ardent de ce genre. Cette école ancienne, dédiée à l'apprentissage de la culture islamique, fut un passage obligé pour la majeure partie des enfants de la région du Sahel. Mais tous n'auront pas le même destin que Faisal. En plus du foyer coranique, le petit Sissi a été conduit sur les bancs de l'école classique à 7 ans. Très jeune, il est contraint de concilier les deux écoles, française et coranique. Où la journée du samedi a connu l'une des plus grosses manifestations que le pays a enregistrées depuis son indépendance. L'avenir de Robert Mugabe devra être scellé ce dimanche. Le président qui s'accorde toujours au pouvoir doit rencontrer son parti et l'armée. Le sort de Robert Mugabe pourrait être scellé dans les heures qui viennent. Lâché par ses plus fidèles alliés, placé en résidence surveillée par l'armée, le président zimbabwéen devrait être destitué de ses fonctions à la tête du parti au pouvoir qui se réunit ce dimanche. Il devrait par ailleurs rencontrer le chef d'état-major des armées comme il l'avait fait jeudi dernier. De son côté, le puissant mouvement de jeunesse du parti présidentiel a appelé le chef de l'État à démissionner et a exigé, je cite, l'expulsion de Grace Mugabe du parti. Nous avons souffert pendant longtemps de l'oppression de Mugabe. Il doit partir à présent, comme tous ces corrompus et ces policiers qui volent les gens. Nous espérons que le nouveau gouvernement leur réglera leurs comptes pour que nous puissions vivre dans un pays meilleur. Les gens sont heureux et excités avec le changement qui s'annonce.
Nous sommes solidaires de ceux qui ont rendu possible ce changement. Le Zimbabwe ne sera plus jamais comme avant. Ce samedi, le pays a connu l'une des plus grandes manifestations depuis l'indépendance et l'arrivée au pouvoir de Robert Mugabe en 1980. Et des dizaines de milliers de citoyens de tous bords politiques ont crié dans une ambiance festive leur espoir dans un Zimbabwe nouveau. Et on apprend que Robert Mugabe, qui refuse de quitter la présidence de la République, son parti vient de le destituer. Merci d'avoir suivi les informations de cette mi-journée. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale. Bienvenue dans l'univers de We Love Électronique. 3 boutiques au cœur de Ouagadougou pour satisfaire vos besoins.